Ça, c'est ma grande peur du moment. Si je suis aussi attentive à la Dolce Vita et à pas trop travailler, c'est qu'au fond, il y a une peur. Il y a ce truc, effectivement, de compétition où si t'es pas dans le top, dans ma tête, dans ma lecture, tu as moins de valeur. Et je pense qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui sont là à chercher la sacro-sainte liberté, mais en vrai, on a peur de quoi exactement? J'avais cette énorme peur pendant des années. Le business marche plus et je peux plus payer mon loyer et c'est la merde. Si par exemple j'ai un handicap à un moment, est-ce que je serais capable de vivre ma vie? Est-ce que je serais capable? Est-ce qu'on arrivera encore à être un couple? Si, je sais pas, admettons, je peux plus marcher, j'y vois plus n'importe quoi. Il rigole parce qu'il se dit, bah ça dépend du handicap. Super. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Amour, Gloire et Business. Aujourd'hui, on va faire un épisode un petit peu différent de d'habitude. On s'est dit que plutôt que de parler vraiment pur business, méthode, conseils, etc., on allait vous partager des choses un petit peu plus personnelles. Et notamment, on va faire preuve de vulnérabilité. On va en fait partager les doutes et les peurs qu'on peut avoir parce que on est toujours là à parler vraiment de pratico-pratique et je pense que c'est important, on pense que c'est important d'aller sur ces sujets parce qu'il y a peut-être des choses sur lesquelles vous allez vous reconnaître et donc ça va résonner avec ce que vous vivez. Peut-être qu'il y a des choses qui vont vous déculpabiliser ou peut-être s'il y a des sujets sur lesquels vous vous comparez. Enfin voilà, juste de pouvoir partager ça en toute transparence. Okay. Donc c'est le jeu auquel on va se prêter aujourd'hui. Donc comme à notre habitude, dans le cadre de ce podcast, on ne prépare pas. Donc on va découvrir au fur et à mesure de la conversation ce qui ressort ici. Et voilà ce qu'on va faire pour aujourd'hui. Est-ce que ça vous va? Vous n'avez pas me répondre. Vous n'avez pas le choix en fait. Arrêtez d'écouter si ça vous emmerde. Nous, on continue. Alors, qu'est-ce qui te fait peur? Ah ouais, on attaque dans le vif du sujet. Qu'est-ce qui me fait peur? Alors, première chose, parce qu'on a une liste. Attention, on a une liste. Une chose dont je peux avoir peur et je me rends compte sur des micro-moments, des petites choses, des petits indicateurs, c'est la peur de ne plus intéresser suffisamment les gens, en fait. Je me rends compte que j'ai cette peur-là, même si j'ai envie de dire non, mais je n'ai pas peur de ça. Si, en vrai, j'ai peur de ça. Par exemple, quand j'amène des sujets ou des contenus un peu différents, si je vois que ça prend pas trop, si je publie du contenu et que je vois qu'il y a peu d'intérêt, soit sur un contenu en particulier, soit sur un peu une période pendant par exemple quelques semaines où je sens qu'il y a un petit peu moins d'attrait ou moins de nouvelles personnes qui arrivent ou des gens qui par exemple me suivaient et je sais que c'était des gens qui étaient vraiment intéressés par ce que je racontais et qui suivent plus, ce genre de choses-là, ça peut me faire craindre en fait de ne plus intéresser suffisamment. Et donc parfois je me retrouve sur cet entre-deux où je me dis je veux continuer à parler des sujets où je sais que ça intéresse les gens. En même temps, peut-être que moi, ces sujets ne m'intéressent plus et j'ai envie de les amener sur d'autres choses. Mais si je vais sur d'autres choses, peut-être que je vais pas les intéresser, moins les intéresser. Si j'ai une formule gagnante, du coup, c'est un petit peu dommage de ne plus être dessus et d'aller sur quelque chose de différent. Donc, des fois, j'ai un peu de mal à me positionner. Et même sans avoir forcément, d'ailleurs, changé de sujet ou de thématique ou d'angle ou quoi que ce soit. S'il y a moins d'intérêt, ça fait naître cette crainte-là. De plus être assez intéressante, d'être dépassée éventuellement par d'autres personnes qui rentrent sur le marché, qui seraient plus intéressantes aux yeux de mon audience, etc. Je sais que c'est une crainte que je peux avoir en fait, ce truc-là. Et en même temps, c'est une bonne chose dans le sens où ça me permet de continuer à me challenger, à apprendre, à amener de nouvelles choses, etc. Donc ça permet de pas m'endormir sur mes lauriers. Mais quand même, j'ai cette peur-là. Okay. Est-ce que tu l'as toi, cette peur-là, de plus intéresser suffisamment? Pas vraiment la peur, disons que... Juste, je le constate, je plaisante. Non, mais... non, en fait. Ok. C'est... tant que et encore, même si j'intéresse pas une personne, tant que ce que je fais m'intéresse, c'est tout ce qui m'intéresse, en fait. Ouais. Et il y a des gens qui accrochent, et tant mieux pour eux. Bon, après, c'est sûr que c'est mieux qu'il y ait des gens qui accrochent, parce qu'apparemment, c'est ce qui me fait gagner de l'argent. Mais il y a ce truc de... Tu vois, même si je gagne de l'argent, si ça me fait chier, je vais arrêter de gagner de l'argent sur ce truc-là et arrêter de le faire directement, en fait. Donc, peur de moins intéresser les gens, non, il y a plein de gens qui sont désintéressés de ce que je faisais. Parfois, quand il y a des gens qui se désinscrivent de ma liste email, de temps en temps, j'ouvre de temps en temps ActiveCampaign et je vois un désinscrit, tiens, je vois le plus récent et je regarde qui c'est. Et quand c'est un nom d'un ancien client d'il y a 5 ans qui veut plus suivre mes emails, ça me fait un petit truc. Je me dis, dommage. Je l'aimais bien, moi. Et peut-être que juste il est passé à autre chose et qu'il est même plus copywriter, du coup il s'en fout. Mais je me dis, moi j'aimais bien cette personne, c'est dommage qu'elle parte.
Mais continue de lui envoyer des emails contre son gré, quelque part. Ce que je ne fais pas. Donc non, il n'y a pas vraiment cette peur. Qu'est-ce qui me fait peur aujourd'hui? Est-ce que tu as une question où toi qui me connais, tu saurais bien la formuler? Alors, sur d'autres sujets ou sur celui de l'intérêt par rapport Peut-être aux sur d'autres autres? sujets, puisque moi, l'intérêt par rapport aux autres, vraiment, je pense que... Attends, je Une réfléchis s'il y a partie de d'autres moi choses qui s'en là-dessus. tape, puisque ça fait 1 mois que je publie quasiment plus sur Instagram. Je fais des stories pour dire que j'ai acheté la Switch 2. Et le reste du temps, je fais mon truc dans mon coin. Donc après, c'est sûr que si demain, je fais une vidéo YouTube dans laquelle j'ai passé 50 heures et qu'elle fait 100 vues, pendant longtemps, j'aurais été là, ça vaut pas le coup. Ouais. Et j'ai un peu changé d'avis là-dessus. Où maintenant, je me dis, ma plus grande peur, c'est que je fasse une vidéo qui me fasse chier, en fait. Ok. C'est plus ça. C'est que à la fin, je regarde le truc et je suis là, bon, c'est intéressant, mais on s'emmerde un peu quand même. Et je préfère largement avoir une vidéo dans laquelle je me suis éclaté qui fait 100 vues qu'une vidéo qui fait 100 000 vues, mais où je suis là, on s'emmerde un peu quand même. Ah, ça a bougé alors, parce Une que pour partie le de moi coup, qui tu dit vois, ça aujourd'hui, ouais. tu me demandes ce que moi je perçois de toi. Et tu vois, moi je l'aurais perçu cette peur-là de pas intéresser les gens. Parce que justement, le nombre de vues, le nombre de commentaires, etc., ça a de l'importance pour toi pour reconnaître ton travail. J'ai la sensation qu'il y a ce truc de reconnaissance, mais pas malsain ou quoi, juste... Ouais. Ça permet de te dire, ok, j'ai pas fait ça pour rien. Donc moi, tu vois, je l'aurais vu cette peur chez toi. Peut-être que ça a bougé récemment. Ça bouge un peu. Ouais. Ça bouge. Il y a vraiment ce truc de... Ça ne m'intéresse pas de faire un truc chiant pour faire des vues. Ça m'intéresse pas de faire un truc, entre guillemets, on va dire, commercial, tu vois. Parce qu'en vrai, quand on regarde factuellement aujourd'hui Instagram, tu sais, dans les années 2000, on disait Lady Gaga, tout ça, c'est de la merde, c'est de la musique commerciale, tu vois. Sacrilège. Et alors que Lady Gaga, c'était vachement bien. Mais tu vois, on critiquait la musique commerciale. Mais aujourd'hui, quand tu ouvres Instagram, les posts, c'est que des posts commerciaux, quoi. Il n'y a rien. C'est creux, c'est du vide. Et pour beaucoup, c'est un peu de la merde, quand même. Ou c'est ChatGPT. Et tu vois, c'est vrai que c'est purement du commercial. Et je me demande pourquoi, aujourd'hui, c'est... Alors, je veux dire, c'était critiquable à l'époque. Enfin, on critiquait à l'époque alors que c'était pas si critiquable que ça. C'était de la musique, elle faisait son taf, c'était très bien. C'était du commercial, ouais, mais il y a des gens qui kiffaient. Donc là, c'est pareil. C'est sûr que sur Instagram, bon, bah, il y a des gens qui kiffent. Mais ça reste du commercial. Il y a une partie de moi... Je m'éparpille complètement sur ce que je suis en train de dire. Vas-y, je te laisse. Mais je laisse venir ma pensée. C'est pas tant... Autant... Ouais, non, finalement, je suis pas si opposé à faire du commercial, à condition que ce soit bien. Lady Gaga, c'était du commercial, mais c'était vachement bien. C'est ça que je veux faire. Voilà, je vais être Lady Gaga. Non, mais... Ça me permet de reboucler sur ma vraie peur, qui est... alors, je sais pas si c'est une peur ou juste un... Bah, ça doit être une peur, mais c'est pas... T'en as pas peur comme peur de perdre de l'argent ou d'être à la rue, tu vois. Ça, c'est une peur, hein, être à l'argent... être à la rue, perdre de l'argent, j'ai longtemps eu cette peur. Aujourd'hui, je l'ai Bon, plus. revenir alors. Donc, c'est pas ce type de peur-là. Ouais. C'est une peur qui est plus... C'est plus un truc que je refuse, en fait. Que je veux aller le plus loin possible de cette chose-là. Et cette chose-là, c'est faire la même chose que tout le monde et être comme tout le monde, en fait. Alors, j'imagine que ça cache la peur d'être comme tout le monde. Mais c'est plus ça. Moi, c'est vraiment un truc qui... toutes mes actions vont faire en sorte de pas faire la même chose que tout le monde. Même si, parfois, ça peut être du commercial. C'est Lady Gaga, du commercial, pas comme tout le monde. C'est plus ça. Et pourquoi ça te fait peur d'être comme tout le monde? Pourquoi j'ai pas envie d'être comme tout le monde? On part en psychothérapie pendant cet épisode, en fait. Bah, ça n'a aucun intérêt, en fait. Non, il y a vraiment ce truc de ça n'a aucun intérêt. Tu fais la même chose que tout le monde, donc t'es pas vraiment remarquable. Donc ce que tu fais, bah, ça n'a pas vraiment de valeur, puisque c'est la même chose que tout le monde. Et même si ça peut en avoir, en vrai, mais de mon point de vue, ça n'en a pas, en fait. Et ouais. Donc, si c'est la peur de ne pas être remarquable,
Est-ce que c'est pas la peur de pas intéresser? Effectivement, de pas avoir d'attention. Mais ça, ouais, c'est de pas avoir d'attention, mais ça prend une forme différente en fait. Ça prend une forme différente. Mais c'est vrai que la peur de fond, bah, c'est effectivement de pas avoir d'attention. Effectivement. Et tu préfères je pense à la réponse pour toi, mais je te pose la question, est-ce que tu préfères que les gens soient indifférents à ce que tu fais ou que les gens critiquent ce que tu fais? Je pense que c'est critique, si on était aux amours, tu vois, mais vas-y, c'est quoi toi? Ils critiquent négativement? Oui, bah oui. Genre c'est de la merde ce qu'il fait? Ouais. Indifférence ou critique négative? Je préfère quand même... je préfère... C'est bizarre comme proposition. Je préfère l'indifférence. J'ai pas envie qu'on dise que ce que je fais c'est de la merde parce qu'ils se trompent. En toute humilité, c'est juste qu'ils sont débiles. C'est ça le courant de ma pensée. Moi je suis très content de ce que j'ai fait. Quand je suis très content de ce que j'ai fait, évidemment. Si j'ai fait un truc pas bien, critiquez-le. Si je fais un truc que moi je considère quand même vachement cool, en général quand je fais quelque chose, c'est que je me dis voilà, j'ai une vision pour ce truc-là, que je vois comme ça, et je trouverais ça cool que ça existe comme ça. En fait. Et quand le résultat est là et devant moi, je dis bon bah c'est cool, ça existe et c'est le truc que je voulais voir, c'est le truc qui me plaît. Comme quand tu vas faire un tableau, tu fais pas un tableau pour te dire je veux que les gens kiffent mon tableau. Tu fais un tableau pour te dire putain j'ai fait un tableau et franchement ce tableau il me plaît. Tu vois, je l'ai fait pour moi. Et apparemment ça plaît à des gens et ça c'est chouette. Même si techniquement c'est vrai que quand tu fais une œuvre d'art, t'es censé aussi avoir une cible en tête et compagnie. Bref, chacun sa philosophie. Donc dans ce cas-là, je me dirais, je préfère qu'ils me disent rien qu'ils cassent mon truc, donc moi je suis très content, quoi. Ok. En fait, c'est sur l'exigence de qualité que tu mets dessus, et du coup, si tu estimes que c'est pas quali, t'es ok pour avoir des critiques négatives parce que ça te semblera juste, quoi. Oui. Ok. Donc finalement, c'est... Ouais. Et après, je suis ok pour avoir des critiques, je veux dire, tu te fais forcément critiquer, même si, bon, là, c'est vrai que il y a une peur que j'ai en ce moment, et je peux en parler juste après tout à l'heure, watch time. Ouais, c'est ça, c'est ma peur du moment, en fait. Quel teasing. Que je vais dire tout à l'heure. Mais il y a ce truc, effectivement, de pas avoir d'attention, pas avoir... Est-ce que c'est de l'attention? Est-ce que c'est de l'amour? C'est plus de l'amour d'un certain type de personne, peut-être. Charlotte Apieto? Non, ça c'est bon, je l'ai, j'espère. Ce n'est pas acquis. Mais tu vois, il y a ce truc de... J'ai pas envie de plaire à un mec que j'aime pas, je m'en fous, en fait. Mais j'ai envie que des gens comme moi kiffent ce que je fais. Et ça me permet de l'annoncer, la future peur que j'ai. Ah, vas-y. Non, toi d'abord. T'es sûr? Ouais. Ok. Je peux reboucler sur peur de l'indifférence ou peur de la critique. Moi, j'ai vraiment peur de la critique, en fait. Même si je dis, oui, mais la critique, on s'en fiche, il faut pas en tenir compte. Je suis d'accord avec ce conseil que je donne et je tâche de me l'appliquer. Mais au fond de moi, oui, j'ai peur de la critique. Et je pense que c'est quelque chose qui me freine encore sur certaines prises de parole, sur certains contenus, sur certains formats. Je me souviens par exemple sur des publicités que j'avais pour Postadem, il y avait des critiques dans les commentaires, mais pas énormément. J'ai jamais été super critiquée, aussi parce que je fais peut-être en sorte qu'il y ait le moins matière à critiquer, donc c'est pas forcément une bonne chose. Mais le peu qu'il y avait, ça me faisait un truc en fait, soit parce que ça mettait le doigt sur quelque chose que moi je crains chez moi-même, donc du coup donc ils s'en rendent compte, soit c'est quelque chose que je trouve injuste. Par exemple, si on me reprochait d'être une vendeuse de rêves et que les gens qui allaient acheter mes programmes c'était des pigeons, non, je ne suis pas d'accord avec ça, donc il y a le truc d'injustice qui vient piquer. Si par contre, ça va sur des critiques, je sais pas moi, sur ma posture ou sur mon apparence ou ce genre de truc, là, ça va plus me piquer parce que moi-même, j'ai une part d'insécurité là-dessus, en fait. Donc ouais, la peur de la critique, moi, je sais que je l'ai. Et il y a des trucs sur lesquels, du coup, je vais pas m'exposer, mais je veux le développer, je veux le bosser, en fait, ce truc-là. C'est déjà beaucoup moins le cas qu'avant, mais il y a encore du chemin. Ok. Pareil, on pourra en parler longtemps. Mais tu vois, entre indifférence et critique, oui, effectivement, moi, je préfère l'indifférence, mais j'aurais pensé que toi, tu ailles plutôt sur la critique, où je te sens plus à l'aise. Tu vois, par exemple, tu avais fait un réel qui avait cartonné là sur PlayStation, et il y avait eu des commentaires négatifs, en fait, dessus. Il y avait eu des critiques, parce que du coup, ça avait attiré une audience qui n'était pas ton audience habituelle et qui connaît pas notre milieu. Et en fait, c'était un extrait de conférence.
qu'il avait fait à son mastermind, je parle à la caméra pour expliquer, et donc en publiant juste cet extrait hors contexte qui avait super bien marché, ça avait attiré des gens qui n'étaient pas dans la cible, et donc il y avait des critiques. Ouais. Et je me souviens pas que ça t'ait particulièrement perturbé, alors que moi je l'aurais mal vécu. Ça perturbe un peu quand quelqu'un dit que t'es un con. Mais là où j'étais le plus embêté, c'est que les gens n'avaient pas compris le message. C'est plus ça, c'est qu'ils n'avaient pas compris et que du coup, ils traduisaient un truc que j'avais pas dit. Et ça m'embête un peu parce que c'est faux et que du coup, je me fais critiquer sur une incompréhension et je trouve ça dommage parce pour moi, on est un peu dans le même camp, tu vois. Et c'est plus ça qui m'a impacté sur le moment. Ok. Qu'est-ce qui te fait peur dans le fait d'être critiqué? De pas être aimé. Mais c'est une bonne question en fait. Et moi-même, je le rationalise, tu vois. C'est-à-dire que par exemple, si je me dis, ah mais si on te fait tel type de commentaire négatif, qu'est-ce que ça fait en fait? C'est quoi le problème? Ben, j'arrive pas forcément à trouver où est le problème en soi. J'ai pas la réponse, ou j'ai des réponses un peu fumeuses, ou alors qui prendraient 4 heures à expliquer parce que je vais rentrer dans mes pensées et tout ça, mais j'ai pas la réponse super claire par rapport à ça. Tu peux rentrer dans tes pensées, hein. Moi je me gêne pas. C'est vrai qu'après tout, on est sur un divan. Mais je pense que la crainte derrière, c'est de pas être une bonne personne. Tu vois, par exemple, les critiques sur les pigeons et machin, c'est la peur de pas être une bonne personne. Et je veux pas être la méchante. D'ailleurs, si tu prends quand je m'exprime, je suis toujours là à arrondir les angles, à pas aller sur des choses trop cash. Je veux pas que il y ait des gens qui écoutent ce que je dis et qui se sentent visés ou que ça insécurise ou à qui ça fasse du mal. Donc en fait, je vais toujours lisser au maximum pour que personne se sente mal en écoutant ce que je vais dire. Je sais pas forcément d'où ça vient, tu vois, on va aller chercher dans la psychologie de comptoir, tu vois, mais est-ce que c'est parce que avec le harcèlement à l'école et machin, il y avait la petite remarque acerbe qui fait mal et tout ça, et j'ai pas envie de le faire vivre à d'autres. Je pense qu'il y a quelque chose là-dessus. Je n'ai pas envie de faire vivre à d'autres quelque chose qui peut leur faire du mal, mais du coup, moi-même, je m'emprisonne ou je me complique la vie pour que tout soit tempéré, modéré, etc. Donc ça a des avantages, hein, comme tout, mais ça a aussi des inconvénients parce que parfois j'ai un avis sur quelque chose, mais moi-même je vais le nuancer. C'est-à-dire que j'ai cette perception de... comment expliquer? Tu vois, si je prends le verre d'eau qui est ici, ça c'est la réalité, c'est un verre d'eau, ça c'est la réalité, et donc moi je sais que la réalité, je vais la regarder depuis mon point de vue qui est ici. Et je sais que ce n'est que mon point de vue. Donc en regardant le verre d'eau d'ici, je me dis pas « Ah mais moi je sais, moi j'ai raison » et ceux qui se mettent là, ils ont tort en fait. Je me dis juste, c'est vrai que si je regarde avec leur propre prisme, ceux qui regardent ici, ils ont raison aussi avec leur regard sur la situation. Donc moi j'arrive pas à faire du contenu ou à transmettre une idée qui est ce parti pris puisque je sais que celui-là est valable aussi. Et donc, comme je sais que celui-là est valable aussi, ça veut dire que des personnes qui, si je donne mon point de vue à moi, vont me critiquer parce que moi j'ai un autre point de vue, je vais dire bah oui mais t'as raison. Et donc j'ai pas envie qu'on me critique sur un truc que j'aurais pu voir moi-même et avec lequel je pourrais être d'accord moi-même parce que, c'est un peu bizarre dit comme ça, mais j'arrive à être d'accord avec tout. Tu vois, il y a une citation de Coluche, c'est je ne suis ni pour ni contre, bien au contraire. Et j'ai un peu ce truc-là. Alors, si tu me prends spontanément sur des sujets, oui, je vais avoir un avis un peu tranchant. Tu me prends en off, tu vois, en dehors du côté scène et machin, et on arrondit les angles, je vais avoir un avis spontané sur quelque chose. Mais quand il s'agit de l'exprimer à du plus grand public, là, j'ai le petit truc qui s'allume de « Attends, on pourrait le voir autrement ?» Ah ouais, c'est vrai qu'on pourrait le voir autrement, donc en fait, amenons un autre avis. Donc je pense que c'est pour ça que j'ai peur de la critique, c'est parce que ça pourrait, psychothérapie, mais ça pourrait vouloir dire que je suis fermée d'esprit ou que je n'ai pas pensé à tout. Or, j'ai pensé à tout. Je suis vraiment, alors pas à tout, mais je suis vraiment allée voir tous les points de vue. Donc ça, je pense que c'est pour ça que j'ai peur de la critique. C'est qu'on se dise que j'ai pas pensé aux choses. Okay. Peut-être un truc autour de ça, tu vois. Que t'es bête. Est-ce que ça, sur l'intelligence? Non. Je sais pas si je sais pas, parce que je ne doute pas de mon intelligence. Non, mais j'ai pas peur d'être bête. Okay. J'ai pas cette peur-là. Autant j'ai des peurs sur d'autres choses. Il y a des trucs sur lesquels je suis insécure. Par exemple, mon apparence physique.
Je sais que ça, je me mets la pression sur mon apparence physique pour être assez bien, parce que je suis insécure sur mon apparence. Alors que mon intelligence, je n'ai pas de peur par rapport à ça, dans le sens où je sais sur quoi je suis compétente, sur quoi je suis intelligente, et je sais sur quoi je ne le suis pas. Du coup, je cherche pas à faire semblant d'être douée ou intelligente sur des sujets, enfin intelligente, en tout cas compétente sur des sujets, parce que je suis nulle là-dessus, je le reconnais, il n'y a pas de problème. Je suis très à l'aise de dire sur quoi je suis bien et sur quoi je suis, enfin là où je suis bonne, là où je suis pas bonne. Donc c'est plus le fait de pas être assez prévenante, de pas, je sais pas, je saurais pas mettre le terme là-dessus. Ok. T'as une piste, Non, toi ? j'en ai pas du tout. Bon, s'il y en a qui ont des compétences en psychologie sur cet épisode, c'est vrai que c'est des choses dont on n'a pas forcément... Enfin si, j'en ai plein, mais ça durerait 6 heures, quoi. Donc, certes, oui, c'est ça. En tout cas, si vous avez un truc qui vous venait, et s'il y en a surtout qui sont concernés par ça et qui ont aussi ce genre de crainte-là... Et qui veulent te vendre un coaching, bah vous pouvez la contacter Ah par oui, MP. Alors ça, c'est une très très bonne remarque, c'est que... On n'a pas besoin d'aide, et on va aller la chercher si on en a besoin. Ça, c'est le pire truc de prospection. Je le pose ici parce que c'est arrivé que je le fasse, et c'est très bien que tu en parles parce que je me souviens qu'à une période, je m'étais dit, eh ben tu sais quoi, je ne vais plus parler de mes craintes, mes vulnérabilités et tout ça, parce que on me donne des conseils. C'est une très très bonne remarque que tu fais. C'est vrai que l'appel à l'action, c'est plutôt venez plutôt partager vos expériences et s'il y a des choses qui résonnent chez vous, mais pas les conseils tout faits du type ah ben fais ça, ou alors pire, je vais te prospecter pour te coacher, parce que ça, je l'ai eu. C'est le pire truc. C'est-à-dire que là, on le traite de façon un peu superficielle, le sujet, mais je veux dire, s'il y a des sujets sur lesquels on veut aller au bout du sujet, régler le problème et tout ça, on se fait coacher, on en parle entre nous, enfin on creuse. Et donc les conseils un peu tout faits sortis du chapeau, c'est pas top. Et surtout quand c'est pour proposer un coaching, vraiment, même sur les sujets par exemple santé. Ça m'est arrivé de dire ah bah tiens en ce moment par exemple j'ai tel petit souci de santé ou ce petit truc là qui me gêne, et voilà les MP, ah mais tu devrais faire ça, ah bah moi je pourrais t'accompagner là-dessus, ah bah moi j'ai testé ça et ça marche. En fait ça part d'une bonne intention, évidemment que ça part d'une bonne intention, c'est pas le sujet, mais c'est hyper pénible en fait à recevoir, parce que du coup il faut apporter une réponse. Alors soit moi je réponds pas, j'avoue que je réponds pas, soit il faut dire bah non j'ai pas besoin merci, donc justifier le truc, soit c'est un peu les conseils non sollicités. Et moi je sais que sur les sujets de santé c'est un truc qui m'agace un petit peu, parce que une fois c'était une période de fatigue, j'avais une semaine difficile, j'étais fatiguée et j'avais eu plein de messages sur les huiles essentielles que je devrais prendre, sur le fait de me reposer, sur machin. T'inquiète, le sujet je l'ai poncé, ça veut pas dire que j'ai pas des choses à apprendre, mais je ne découvre pas le sujet, quoi. Et c'est assez pénible, en fait. Donc c'est une bonne remarque que tu fais ici. Par contre, de dire, moi je vis ça, ou moi j'ai vécu ce truc-là, et voilà comment moi je le gère, ça, je trouve que l'approche est beaucoup plus intéressante. Plutôt que tu devrais faire ça. C'est vrai. Voilà, je pose ça là au donc, passage. appel à l'action. Attention à comment vous allez répondre. si vous voulez nous faire un feedback, mettez 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify, un like sur YouTube, et c'est tout, en fait. Et taisez-vous. Vous pouvez nous parler de votre expérience. Ne venez pas dans nos MP nous dire voilà ce qu'il faut que vous fassiez, ou voilà j'ai un bon thérapeute, ou voilà on se débrouille, et si on a besoin on fera un appel pour ça. Là cet épisode c'est pas du tout un appel pour ça. N'essayez pas de vous dire ah mais si quand même, franchement vous allez nous forcer à vous bloquer, on n'a pas envie de faire ça en fait. Non, moi je bloque pas parce que je suis une gentille personne, et que je ne veux pas être vue comme une mauvaise personne. Moi j'aurais aucune gêne à bloquer des gens qui me donnent des conseils pas sollicités, donc juste ne me forcez pas la main, et comme ça va être cool entre nous. Après il y a la façon de le faire dans le conseil non sollicité, parce que parfois c'est bien amené. Et parfois, ça fait un peu d'honneur de leçon moi j'ai tout compris et pas toi. Ça dépend aussi comment c'est amené, tu vois. Ça, j'arrondis les angles. Ben voilà, on est en plein dedans. Ouais. On est en plein dedans. Vous avez, voilà, une mise en abîme du truc en question. Moi, je vais bloquer tout le monde, hein, voilà. Ok. Donc, ensuite, autre peur. Raconte-nous tes névroses. La peur dont je parlais. Mais quoi ? Tes névroses. On est sur les névroses dans cet épisode. Non, la peur que j'avais en tête tout à l'heure, moi, c'est un truc qui me bloque pas mal en ce moment, justement. C'est de faire des trucs. Même pas, c'est pas tant ça. C'est de pas être aimé, apprécié, estimé. Et aimer, apprécier, estimer, respecter. Par des gens que moi, j'estime, j'apprécie et je respecte. C'est vrai. Et en ce moment, c'est un problème parce que moi, j'ai envie de m'ouvrir un peu à d'autres choses.
de m'ouvrir de me réouvrir aussi à qui j'étais il y a 10 ans, tu vois, et à cette part du public qui sont des gars comme ça. Enfin, moi, dans mon cas, je faisais ma life, j'aimais geeker, j'aimais aller au cinéma, et les vendeurs de formation, j'avais pas un quelconque truc contre eux, c'est juste que quand je me prenais une pop-up, c'était un vendeur de rêve. Et ça se trouve, des gars qui faisaient ça il y a 20 ans, on en a croisé peut-être, je sais pas. Mais tu vois, ces vendeurs de rêve, je veux pas parler à ces gens-là. Effectivement, aujourd'hui, toujours les vendeurs de rêve, c'est toujours pas ma came. Et en fait, moi, ma peur, c'est d'être associé à ces gens-là parce que je peux faire de la formation. Et ça m'embête. Parce que c'est réducteur et que j'ai pas envie d'être pas aimé parce que j'ai vendu de la formation et que je vends de la formation et j'ai d'être juste catalogué infopreneur de merde en fait. Ça c'est ma grande peur du moment, être catalogué infopreneur de merde. En fait la peur c'est de pas être compris un peu, non? C'est qu'on comprenne, tu vois, qu'on comprenne pas ton message, C'est vraiment juste de pas être aimé de gens de qui j'aimerais bien que ce soit mes potes en fait, ou que j'aimerais bien que ce soit un peu mon club, mon crew, et qu'en fait ces gens-là ils me disent bah non en fait, et ça m'embête. Ouais. Ok. Ouais, de le côté un peu intégration, on est ensemble et en fait tu peux pas faire partie du club parce quoi. Que je suis le sale infopreneur rejet, et c'est vraiment pas ce que je veux. Ok. Parce que c'est vrai que l'infoprenariat se défend, on peut faire un épisode sur l'arnaque de l'infoprenariat parce qu'on pourrait en dire des longues, très longues, mais il y a un truc où malgré tout ça se défend aussi, tu vois, on peut dire, bon bah t'as plein d'influenceurs qui vendent des boissons qui peuvent te filer le cancer dans 80 ans et ça dérange personne quand ils font des collabs pour ça. Mais ça pose un problème quand effectivement alors forcément si tu vends une formation, va gagner 5 000 € en foutant rien de ton canapé, c'est pas le but. Mais si tu vends un savoir, donc il y a quand même un échange qui est quand même plus constructif et sympa qu'un édulcorant claqué quoi. C'est mon avis. Et tu sais, je pense à l'effet miroir, où ce qu'on craint de recevoir, c'est ce qu'on donne, en gros, mais est-ce que toi tu le fais ça? De rejeter les personnes que tu considères comme étant pas de ton secteur, pas de ton club, ou pas les mêmes valeurs, etc. Je pense pas les rejeter. Non, je les bloque juste. Moi, je bloque juste les gens, mais je les rejette pas. Je bloque les gens qui vont me donner des conseils santé non sollicités. Sauf s'ils mettent 5 étoiles sur Apple Podcast et là, Spotify. tout de suite, là vous pouvez me tartiner, ça y a pas de problème. Après, tu rejettes toujours des gens que tu as envie de rejeter. Est-ce que je rejette forcément les vendeurs de rêves? Je m'en fous un peu, en fait. Faites votre truc et... Faites votre truc. J'ai pas envie de me battre contre eux. De toute façon, ils s'en tapent. Donc, ça... Est-ce que moi, je rejette des gens en particulier Non. Ok, non, mais je me pose la question. Je rejette des gens, un mec chiant qui va dire que les jeux vidéo c'est de la merde, je vais lui dire bon bah écoute, on va pas prolonger notre relation, mais c'est tout quoi. Ouais, ok. Ok. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, non, mais je vois ce que tu veux dire. D'autres peurs. Je réfléchis. Franchement, il pourrait y en avoir un paquet. Ouais, il faut vraiment aller chercher celles qui peuvent être peut-être bloquantes aujourd'hui. Alors du coup, on n'a ouais. pas le recul sur comment on l'a dépassé. Donc ça, on verra à la prochaine édition du podcast, on va dire. Mais un truc où tu sens que ça peut présent, aujourd'hui être un problème, ou que ça, éventuellement ça en a été un, mais bon là on pourra en sortir un paquet, et là l'épisode durerait vraiment 76 heures et 28 minutes. Sûr que dit comme ça donne pas envie. Mais non, mais tu vois, je pense à un truc, c'est que si je suis aussi attentive à la Dolce Vita et à pas trop travailler, c'est qu'au fond, il y a une peur de me cramer. Sinon, ce serait pas un sujet. Oui. Je pense que les sujets sur lesquels on prend position et qu'on prône, c'est que derrière, il y a la peur, en fait, sous-jacente. Alors du coup, c'est pas une peur qui est oppressante au quotidien de « Ah, j'ai peur de trop travailler, de me cramer » ou je sais pas quoi. Puisque justement, je fais ce qu'il faut pour ça. Mais les moments
où potentiellement je travaille un petit peu plus, où il y a un petit peu plus de rush, ou un peu plus de stress, ou je sais pas quoi, tout de suite, oulala, attention, il faut pas plonger là-dedans. Mais c'est un peu comme quelqu'un, je sais pas, qui aurait peur de tomber d'une falaise. Il voit le bord de la falaise qui est à 300 mètres, il est là, oulala, attention, faudrait pas faire 1 mètre de plus. Je pense que moi j'ai ça, avec le fait de me cramer, le fait de trop bosser et tout ça. Je pense que j'ai tellement cette peur-là, que du coup, j'y suis très très vigilante. Donc c'est une peur lointaine comme la falaise qui est à 300 mètres, mais c'est que la peur est là. Sinon, je n'y serais pas aussi vigilante. Quelqu'un qui n'a pas peur de se cramer ne cherche pas à faire un business dans lequel il se crame pas, en fait. Donc ça, après, voilà, c'est mon histoire personnelle, familiale, etc., que je suis ultra vigilante là-dessus et que ça compte énormément pour moi. Mais donc il y a de ça. Ce qui fait que peut-être, par moment, je peux être un peu trop averse au temps de travail, à la charge de travail, et que peut-être, du coup, ça me dessert par moment. C'est possible qu'il y ait des moments où ça m'est desservi de vraiment vouloir trop m'éloigner de la falaise, alors qu'en vrai, on était large, quoi. Je pense qu'il y a ça. Ça me parle. Ouais, t'en penses quoi de ça? Ça me parle. Si on prend cet angle-là, effectivement, on peut voir ça chez toi. Et ça me parle, tu as ce problème. Je pensais que ça allait être ouais, moi aussi, mais non. Non, moi non, j'ai pas peur de me cramer. T'inquiète, je suis à 600 mètres de la falaise. C'est ça, c'est vraiment, il y a de la marge. Mais en fait, la façon dont tu l'approches, moi, ce que je ressens par rapport à ça, c'est que moi, du coup, ma peur, ça va être de faire un truc pas ouf, un truc médiocre, un truc qui n'est pas excellent, en fait. Et l'excellence, c'est pas juste... genre, je considère que c'est excellent parce que je suis meilleur que tout le monde. Il y a des choses que moi, je vais considérer excellentes et des choses que je vais considérer pas excellentes. Et selon mon prisme de l'excellence, je veux que le résultat... En fait, l'excellence, c'est quoi? C'est que ça ressemble exactement à ce que j'ai imaginé. En fait. C'est de l'excellence par rapport à rapprocher mon esprit. Et après, l'excellence de... Tu sais qu'un truc aussi excellent quand les gens kiffent de ouf. Tu vois. Et ma grande peur, c'est de faire des trucs qui sont pas excellents. Et voilà. Et de pas être dans l'excellence. Et aujourd'hui, c'est un peu devenu un problème dans le business, puisqu'il y a cette surenchère de tout le monde qui est là. Moi, je fais 100K par mois, je fais 300K, je fais 500K par mois. Moi, je fais pas du tout ces chiffres-là. Et j'ai aucune envie de les concurrencer. Moi, je veux faire mes 200 000 - 300 000 euros tranquille, parce qu'après, il y a juste un lot d'emmerdes qui m'intéresse pas, tu vois. Ou en tout cas, avec ce type de business, tu vois, je pourrais faire 1 million peut-être avec un autre type de business auquel j'ai pas encore pensé, mais sur vraiment accompagnement, formation et choses comme ça, tout ce qui va au-delà des 300 000, j'ai pas envie d'avoir ces problèmes-là, à moins de juste être sur un modèle Antoine BM, de t'as une grosse audience, tu fais des petites formations, et ça pourquoi pas. Et encore, c'est pas ce qui m'inspire le plus non plus. Mais il y a ce truc où j'ai pas envie de faire plus, et du coup, je me sens un peu à la traîne, donc pas excellent, donc j'ai peur que mes clients veuillent pas, du coup, que les gens veuillent pas être clients chez moi. Soit que les clients se disent, bon, PB, en fait, il est pas si ouf par rapport aux autres. Et c'est un peu ça qui, moi, me préoccupe en ce moment. Alors qu'en vrai, je devrais m'en foutre, parce qu'effectivement, moi, je veux pas aller viller les résultats de ces gars-là. Moi, je veux faire mon truc tranquille. Mais ma peur, c'est que tous ces discours-là commencent à impacter le business en mode, bon, PB, s'il fait pas 500 000 euros par mois, ça m'intéresse pas de l'écouter, tu vois. Par mois? Par mois. Je sais que tu as vu passer ça. Par mois. Ouais, ok. Est-ce qu'il y a une peur d'être à la traîne, d'être moins bon que d'autres, ou de passer peur d'être après moins bon que d'autres et d'être à la traîne. C'est ça, ouais. Parce qu'il y a aussi un truc de compétition. Oui, c'est fort. Ça. Ouais. Moi, la compétition. En fait, si j'entre dans le truc, c'est que je joue un peu à Mario Kart en ce moment et ça me fait péter des plombs, en fait. Parce que t'arrives à la première place et t'es trop content d'être à la première place, et t'es un enfoiré qui te met une carapace bleue et tu te fais éclater et tu retournes au fond, tu vois. Et ça fait partie du game. Mais putain, c'est frustrant. Et en fait, dans le business, quand tu te prends une carapace bleue, parfois tu remontes pas top 1 et les autres ont d'autres moyens pour être top 1 et c'est pas le même jeu de toute façon. Je préfère jouer à Mario Kart que jouer à faire plus d'argent. Et mais il y a ce truc effectivement de compétition où si t'es pas dans le top, dans ma tête, dans ma lecture, si t'es pas dans le top, tu as moins de valeur et t'as moins de valeur. C'est vrai que toi, t'as ce truc de compétition que moi je n'ai pas. Moi j'ai plus le truc de la critique, plus peur de la critique que toi, je pense. Toi, c'est la compétition, c'est d'être à la traîne par rapport aux autres. Parce que, par exemple, tu vas être beaucoup plus au courant
des concurrents, de ce qui se fait sur le marché, tout ça, que moi. Ou moi, par exemple, je ne saurais pas te dire qui sont mes concurrents ou à qui mes clients peuvent me comparer, ou je me dis pas, tiens, cette personne-là, elle est avant moi, ou ça m'est mais étranger en fait. Vraiment, c'est pas dans mon système. Alors que toi, tu vas avoir ce truc-là de oui, mais il y a un tel qui arrive et qui fait tant. Donc, est-ce que dans un peu le ranking, dans le classement, je suis en dessus, en dessous, ouais, c'est vrai. Il y a vraiment ce truc-là. Chacun ses névroses. Et je cherche toujours à être, à chercher la performance, quoi. Ouais. Et le truc, c'est que quand tu en as un qui fait 500 000, tu te dis que moi, j'ai pas envie de suivre cette performance-là du tout. Je l'ai fait un petit peu en début d'année où je me suis dit, vas-y, on va tout éclater. Et en fait, ça m'intéresse. Ouais. Ça m'intéresse pas. Au bout de 2 mois, je suis là, mais en fait, qu'est-ce qu'on s'en fout? Ok. Voilà. Et sur l'argent, t'as dit la peur de finir dans la rue. Ouais. Vas-y, explique ça. Ça, j'avais cette énorme peur pendant des années de le business marche plus et je peux plus payer mon loyer et c'est la merde. Et vraiment, ça me terrorisait. Et aujourd'hui, ça va mieux, en fait. Bon, c'est déjà, j'ai rendu mon appart. Puisqu'on habite ensemble. On n'a plus qu'un loyer pour deux, donc du coup... Et bon, c'est sûr que ça met une certaine sécurité, ça, le couple, par rapport à ça. Mais même, en fait, je me dis, au pire, il y a toujours une solution. Et puis maintenant, j'ai aussi des sous de côté, donc c'est sûr que ça crée une certaine sécurité, puisque sinon, j'étais très en insécurité. Mais même au-delà de ça, là, si je perds tous mes sous, que je me retrouve dehors malgré tout, parce que, par exemple, tu dis, bon, vu que t'es pauvre, je te quitte. C'est pas très sympa. Et il y aurait quand même une forme de... C'est pas grave, parce que j'ai plus peur de perdre ce que j'avais. Alors que j'ai eu une grosse période où j'avais mon appart à Nice, vue mer, trop bien, mais j'ai vécu le truc et j'ai plus peur de le perdre et de repartir à zéro aujourd'hui en fait. Ok. Voilà, j'ai vécu le truc. Ok. Et t'as des peurs financières aujourd'hui ? J'ai plus des peurs financières pour l'entreprise que pour moi. J'ai peur que ça baisse pour l'entreprise et que du coup ce soit la merde de ce côté-là. Bon, que forcément derrière, moi j'ai plus de sous pour me payer un salaire et c'est quand même relou, tu vois, c'est pas agréable. Donc il y a toujours ça, on a toujours un peu peur de perdre les sous qu'on gagne et on se dit je vais devoir reprendre un taf ou quoi, même si techniquement, non, je peux vendre du consulting en marketing, ça c'est pas un souci. Mais il y a un peu de ça et puis il y a aussi un peu pour les clients si je fais moins, encore une fois, paf, ma valeur. Il y a un peu, les résultats de ma boîte sont corrélés à l'attention qu'on devrait me donner. Et peut-être que c'est vrai, peut-être que c'est pas vrai, ça dépend ce que vous venez chercher chez moi ou pas. Si vous voulez des compétences en marketing, c'est sûr que normalement elles sont là. Si vous voulez savoir comment faire un business à 1 million, je l'ai pas fait. Et c'est peut-être pas grave. Par contre, je sais vendre pour des business à 1 million parce que ça, je l'ai fait, mais j'en étais pas à la tête. Donc voilà, après, au bout d'un moment, je sais pas quoi dire de plus, quoi. Ouais, ok. Intéressant. Mais du coup, tu vois, ça c'est une peur fréquente des entrepreneurs, c'est de devoir reprendre un job salarié un jour. Est-ce que toi, tu as cette peur-là ? Je l'ai longtemps eu. Et en fait, à partir du moment où tu sais faire du marketing et du copywriting, normalement, c'est plus un problème. Tant que à partir du moment où tu sais vendre, tu sais retomber sur tes pattes et trouver quelque chose à vendre et faire des sous. Alors, c'est sûr que tu feras peut-être plus 20, 30 cas par mois, tu en feras peut-être 2, 3 000, ce qui est parfois très bien aussi pour beaucoup de personnes. Mais non, j'ai plus cette peur de devoir reprendre un peu un job alimentaire parce que aujourd'hui, mon business est de plus en plus en train de devenir un job alimentaire aussi pour moi. Donc, pas que j'aime pas ce que je fais, mais que voilà, il y a le business qui paye mes factures, mais qui est moins une passion que ça l'a été, d'un côté, qui est vraiment plus un business, un véhicule, et plus un truc attaché de c'est le sens de ma vie. Ce qui fait que, entre faire du consulting en marketing ou revendre du popcorn dans un cinéma, pour moi, les deux sont un peu au même niveau, tu vois. Ok. Même si c'est mieux de vendre du consulting en marketing parce que c'est chiant de vendre du popcorn dans un cinéma. Ok. Mais je sais que le taf alimentaire, c'est de faire du consulting en marketing. Ok. Ok.
Ça t'intéresse quand même pas plus le consulting en marketing? Si. Bah si, Oui, c'est ok. plus intéressant, c'est vachement plus intéressant, c'est plus facile, pour plein de raisons, et puis c'est quand même, ça reste ma passion, et c'est un truc C'est que ça. je fais facilement, et c'est un truc qui apporte beaucoup de valeur, donc c'est vachement bien. Mais, mais du coup, en fait, moi j'ai plus cette option en tête de taf alimentaire, parce que le taf alimentaire, ça revient à faire ça, Je vois ce que tu veux dire. parce que bah, c'est hyper monétisable, c'est hyper demandé, il y a un gros besoin, et je le fais facilement. Ouais, ouais. Et je trouve des clients facilement. Ce qui fait que la sécurité, en fait, et en plus, c'est quelque part ce que je fais déjà aujourd'hui, juste à peut-être un moindre niveau de CA, de revenir sur du consulting peut-être plus tranquille, et encore, je sais pas, hein, je vends un consulting à 30 000 balles, et puis je suis tranquille. Tu vois, c'est ça, c'est qu'en fait, Ok. cette compétence a remplacé tout taf alimentaire que tu puisses faire, et je pense avoir plus de chances de trouver des clients en consulting que de trouver un taf alimentaire, Oui. Ouais, je vois ce que tu veux dire. en fait. Ok. Voilà. Ok. Qu'est-ce que t'en penses? Toi, t'as eu cette peur? De devoir reprendre un job salarié? Ouais. Ben non. Je sais que c'est une peur courante, mais je n'ai pas cette peur. Je l'ai pas eue. Ou peut-être la première année, tu vois, et ça me semble lointain, mais j'ai pas cette peur de devoir reprendre un job salarié parce qu'en fait, disons que c'est tellement la dernière option d'une liste de solutions si mon business marche plus que ça me semble inatteignable en fait d'en arriver jusque-là, tu vois. C'est un autre monde pour moi. Enfin, c'est comme si je sais pas, c'est un autre univers qui j'ai même pas la peur d'y retourner tellement il n'existe plus pour moi cet univers-là en fait. Parce que pour moi il y a d'autres solutions avant, c'est-à-dire qu'il y a la solution de faire pivoter le business, déjà de refaire fonctionner le business si à un moment admettons il marche plus, de pivoter le business, de vendre autre chose parce qu'effectivement quand tu as la compétence marketing et vente, en fait tu vas réussir à être à ton compte et à vendre tes prestations, tes coachings, ce que tu veux, même n'importe quoi, des produits si tu sais vendre. Donc au final, le job salarié est vraiment au fin fond des possibilités. Donc, j'ai pas cette peur-là. En plus, j'ai quand même suffisamment d'argent de côté pour me dire, bon, il faudrait vraiment que pendant un sacré paquet d'années, je fasse pas rentrer de chiffre d'affaires avant de devoir reprendre un job salarié parce que j'ai voilà, des économies, un patrimoine qui fait que je suis assez large là-dessus. Du coup, c'est pas une crainte que j'ai quoi. Et ça veut pas dire que je sais pas si à un moment le business va pas bien que je vais aller taper dans les économies parce que ça je veux pas. C'est-à-dire que je vais plutôt trouver d'autres façons de faire rentrer de l'argent en fait, que ce soit de nouvelles offres, un pivot, un nouveau business, n'importe quoi, mais des alternatives il y en aura plein. Donc j'ai pas cette peur là. Non, moi financièrement la peur ce serait plutôt de ne pas atteindre les objectifs que j'ai, de pas atteindre un certain niveau d'enrichissement financier que je désire. Et de me dire, bon, bah, à un moment, j'arriverai à un certain âge et j'aurais pas atteint ça. Et donc, par exemple, j'aurais pas pu financer des choses que j'ai envie de financer. Donc, c'est rien de grave, c'est que des trucs matériels. Mais par exemple, voilà, j'aime les beaux endroits, j'aime les belles maisons et tout ça. Et donc, si dans 10 ans, 15 ans, 20 ans, j'ai pas réussi à me payer les endroits que je trouve incroyables, et par exemple, la maison que je trouve incroyable, et que je me rends compte qu'en fait, ça n'arrivera jamais, c'est un truc qui pourrait me faire peur, mais autant en fait dans 10 ans, si ça s'est pas produit, j'en ai plus rien à cirer de la maison en question. Donc du coup, c'est pas forcément une peur très très forte. J'ai quand même effectivement la peur de devoir toucher à mes économies. Ça c'est un truc que je veux vraiment pas faire, c'est pour ça que pour moi il y a plein d'alternatives de gagner de l'argent autrement sans aller toucher à mon patrimoine parce que tous mes placements et tout ça, j'ai pas du tout envie de devoir y toucher parce que je sais que je me dis ah mais si à un moment j'en ai vraiment besoin. Parce que si en soi je suis en bonne santé, que tout va bien, c'est juste que j'ai pas de rentrée d'argent. Pour moi, c'est pas une raison valable d'aller toucher aux économies. Pour moi, les économies, c'est j'y touche si je suis dans l'incapacité de faire rentrer de l'argent par moi-même. Parce que j'ai un problème de santé, j'ai un problème personnel grave qui fait que je peux pas, en fait, générer de chiffre d'affaires. Donc là, je vais y toucher, oui, parce que c'est indispensable. Mais si je suis en capacité physique et mentale de gagner de l'argent, pour moi, c'est pas ok d'aller toucher à cet argent-là. Donc c'est plus cette peur-là de me dire, il faut pas que j'y touche parce que si un jour il y a vraiment ce besoin-là, il faut que je puisse avoir encore tout ce patrimoine-là. Ce qui du coup renvoie à une peur que j'ai, qui est de ne pas être en état de pouvoir travailler. C'est-à-dire d'avoir un problème de santé physique, mentale, psychologique, n'importe quoi, qui fait que
je ne peux pas bosser. Et donc, par exemple, je suis un petit peu hypocondriaque, ça va beaucoup mieux qu'il y a quelques années, mais ça reste encore un truc présent chez moi, où je peux avoir tendance à vite me faire le scénario catastrophe et machin. À une époque, c'était beaucoup plus fort. L'époque où je vivais à Paris pendant des années, c'était costaud, quoi. Vraiment, je pouvais me retourner la tête avec la peur. Tout de suite, le pire du pire du pire, aller sur Doctissimo. Ça existe toujours, Doctissimo? Je sais pas. Mais en tout cas, bon, maintenant, on va plutôt demander à ChatGPT. C'est vrai, mais du coup, à l'époque, c'était ça. Aujourd'hui, ça va beaucoup mieux, mais il y a encore ce fond-là. Et je pense que ça renvoie à la peur de ne plus être en capacité de faire les choses. Exemple, truc ridicule, je peux raconter l'histoire, donc on va voir que j'ai quand même un peu de l'hypocondrie encore. Il y a 8 jours, je prends l'avion et il y a un très beau coucher de soleil par le hublot. Coucher de soleil où le soleil est rouge, vraiment le soleil rouge. Et je trouve ça tellement joli que qu'est-ce que je fais? Je regarde le soleil depuis l'avion et donc je passe 2 minutes à me dire « Oh, qu'est-ce que c'est beau » et donc à fixer le soleil. Jusqu'à ce que je me dise « Mais on n'est pas censé regarder le soleil dans les yeux !» Et je me dis « Mais attends, est-ce qu'on n'est pas censé regarder le soleil quand il brille fort et qu'effectivement ça fait mal? Ou même un soleil rouge qu'on peut regarder, ça peut nous faire perdre la vue, puisque c'est ça la peur, c'est que si tu regardes trop le soleil fixement, tu perds la vue. » Stress. J'atterris, je demande à l'internet, est-ce que je vais devenir aveugle parce que j'ai regardé un soleil qui va se coucher? Donc c'est là que ChatGPT est très pratique pour ça. Et du coup, je demande aussi à PB qui me dit, mais non, t'inquiète, moi je l'ai déjà regardé plein de fois, bref, la panique là-dessus. Et ben, je me suis stressée pendant 1 heure sur la possibilité d'avoir ma vue qui diminue, voire qui disparaît. Et pourquoi j'avais peur de ça? Parce que si j'ai ça, ça veut dire que je ne peux plus vivre ma vie pleinement. Donc je pense à tous les trucs que je pourrais plus vivre. Et je pense à tout ce que je ne pourrais plus faire. Et notamment aussi dans mon business. Et je me dis, mais attends, si j'y vois plus dans le moment de panique, tu vois, ça veut dire que par exemple, je pourrais plus écrire un livre. Je pourrais plus créer du contenu. Et puis après, ben voilà, tu fais la moue parce que je me dis, alors attends, comment je ferais autrement? Et donc pour me rassurer, j'ai besoin d'aller voir, ok, mais si j'y vois plus, comment je pourrais quand même écrire un livre? Donc je vais chercher les solutions, plan B et tout ça, mais ça renvoie à la peur de ne plus être capable de. Tu vois, comme la peur du handicap qui est, ben si par exemple j'ai un handicap à un moment, est-ce que je serais capable de vivre ma vie? Est-ce que je serais capable? Est-ce qu'on arrivera encore à être un couple? Si, je sais pas, admettons, je peux plus marcher, j'y vois plus, n'importe quoi. Il rigole parce qu'il se dit, bah ça dépend du handicap. Super. Non. Mais tu vois, on en avait parlé d'ailleurs de ça. On avait eu cette discussion une fois de, mais si t'as ce problème-là, comment l'autre le vivra? Mais sans la langue de bois de, mais t'inquiète, je t'aimerai toujours quoi qu'il arrive. Est-ce que si je suis un ver de terre, tu m'aimeras toujours? Mais oui, bien sûr. Non, tu vois, sérieusement, en fait, comment tu le vis? Ça arrive de voir des couples, tu vois, où il y en a un qui a un handicap ou suite à un accident, ou même ça peut être temporaire et tout ça. Comment tu le vis réellement? Et donc moi, ça me renvoie à la peur de pas être capable, de pas être pleinement moi-même, de pas être comme je veux. Et donc, je pourrais plus faire mon business, je pourrais plus être en couple et je pourrais plus ces choses-là, en fait. Voilà. Voilà mes névroses. Qu'est-ce que t'en penses? Eh ben, faut voir le positif. Est-ce que tu m'aimeras toujours si je suis un ver de terre? Exactement. Ah ouais, c'est bon. Il faut voir le positif dans cette situation, quoi. Oui, Bouddha. Explique-moi ça. Non, mais si tu te dis, effectivement, s'il m'arrive tel accident, Pépé se casse parce que c'est un enculé, apparemment. J'ai plus d'argent, j'ai plus de business. Voir quels sont les bénéfices, hein, Julien Musi. Coucou Julien Musi, on pense à toi. Quels sont les bénéfices de ça? Qu'est-ce qui fait que ça peut être bien quand même? Et voilà. C'est vrai que finalement, si je suis aveugle et je te vois plus, c'est pas plus mal. Bénéf, quoi. Et toi, tu peux être aveugle parfois. Non, moi non. Ce serait quoi ce serait quoi la peur que tu aurais justement dans la perte de capacité ou de... Ouais. Ce serait quoi le pire truc pour toi? Genre, tu peux faire plus de bras ou plus de jambes? Ouais, tu vois, dans ce genre-là, en fait. Ce serait quoi ta crainte? Ou tu dis, ah, peut-être que si j'ai ça, Charlotte sera plus bien avec moi, ou je pourrais plus faire du business, tu vois, Est-ce que t'as une peur comme ça? Pas trop, et je préfère pas me poser la question, parce qu'après, tu rentres dans des trucs qui sont pas cool. Ouais. Non, je pense que la peur, elle est à peu près égale pour perdre les jambes, perdre les bras, égal, perdre les yeux, perdre l'ouïe, égalité, perdre la voix, égalité, être défiguré, égalité. Tu seras toujours le plus beau. Tout craint un peu, en fait, même beaucoup. Ouais. Mais j'ai pas peur de l'un
plus que de l'autre. Après, il y en a un, oui, il y en a un où effectivement, si je finis tétraplégique, là, putain, ça casse vraiment les couilles. Parce que autant tu dis, si je perds mes jambes, j'ai toujours mes bras. Si je perds mes bras, mais si t'es totalement tétraplégique, bon bah t'as d'autres solutions, hein. Mais c'est ce qui m'arrange le moins, on va dire. Voilà. Ça me fait penser que j'étais au stage de Franck Lobvé la semaine dernière. Il racontait justement une femme qui est venue au stage, qui après avoir eu la dingue s'est fait amputer de ses bras et de ses jambes. Bon, bah elle continue à faire les trucs dans sa vie et à kiffer la vie aussi, quoi. Et je trouve ça fou en fait, ce genre de témoignage. Mais oui, je pensais par rapport au fait de perdre ses yeux, c'est que monsieur a failli perdre un œil il y a quelques mois. C'est vrai. Ben, t'es beaucoup plus relax que moi sur ces choses-là. C'est-à-dire que moi, si ça m'était arrivé... Je suis un gars d'Essonne, quoi. Il nous arrive des trucs. Non mais, attention à ça, quand vous ouvrez un bouchon... Alors, c'est pas du champagne, c'était quoi la bouteille d'ailleurs ? C'était du mousseux, c'est pareil. Voilà, mais en fait, on avait pris l'avion avec. Et donc, quand il l'a ouvert, ça a... Enfin, attention, j'ai dit de mousseux pareil que champagne. Là, il y a des gens qui ont dû dire... Moi, j'y connais rien. Je bois pas, donc je sais même pas la différence. Mais du coup, comme on avait pris l'avion, c'est parti très très fort, en fait. Et donc, il se l'est pris, pam, le bouchon, paf, pour ceux qui sont en vidéo. Dans l'arcade ici, à ça de l'œil. Et du coup... ça a un peu touché l'œil. Ça a un peu touché l'œil, puisque t'étais gêné. Et donc, le matin ou dans la nuit, je sais plus. Non, le matin. Justement, pas de stress. Je me suis dit, bon, on ira demain à l'hôpital. Oui, puis à l'hôpital, ils nous ont dit, c'est bien dans ce genre de cas de venir tout de suite, en fait, et pas quelques heures après, parce que ça peut aller très très vite. Donc, si ça vous arrive, allez tout de suite voir ça, allez consulter. Mais tu vois, t'étais beaucoup plus chill, en fait, où tu dis, bon, bah, si je perds un œil, il m'en reste un. Je suis là, mais d'où il en reste un, quoi. Non, mais je sentais pas un gros risque, je sentais pas une grosse douleur. Et en fait, le nombre de fois qu'il m'est arrivé des trucs corporels, on va dire, c'est bizarre dit comme ça, et qu'à la fin, il y avait rien, bah, j'ai l'habitude qu'à la fin, il y a rien, en fait. Après, c'est peut-être à tort, hein. Un jour, je vais mourir, je vais dire, ah bah là, il y a eu quelque chose. Il y a eu quelque chose, mais du coup, je suis pas au courant. Mais tu vois, à chaque fois, c'est bon, bah là, il y a un truc qui a une sale tronche, on va voir si ça passe. Ça passe. Ouais. Je touche du bois, quoi. Il est plus chill. C'est vrai. Ok. Est-ce que tu vois d'autres choses ? Je crois que je m'étais noté... j'avais noté 2-3 trucs quand on avait parlé de cet épisode. Non, je pense qu'on abordait d'autres choses. J'avais pas noté beaucoup de choses, mais... Tu vois d'autres sujets ? Il y en a plein, hein. En vrai, on a plein de peurs tout le temps qui se déclenchent en fonction de X, de Y, de Z. On peut avoir peur au début d'un lancement, on peut avoir peur à la fin d'un lancement, mais ça, c'est des peurs... En vrai, on s'en tape. Passagères sur des choses... C'est pas ça qui définit ta vie. Ouais. Non, j'ai eu la peur d'être tout seul, et après, j'ai été tout seul longtemps. Et je vais pas dire que c'était vachement bien, mais c'était sympa. Finalement, j'étais bien tranquille, il va se dire non, mais, super. Tu vois, donc il y a une forme de... c'est ok aussi, tu vois. Ouais. Donc non, le reste, moi, c'est plus... Ouais, les peurs profondes de pas être respecté, apprécié, aimé par des gens que j'apprécie, respecte et aime. Être juste un vulgaire infopreneur. Ouais. Et pas être au top. Pas être au top. Bah, mais toi, c'est au top. Pas être excellent, tu vois. En fait, c'est ça. Pas être dans le top 3, dans... C'est ça. C'est marrant parce que on a tous les deux peur de pas être au top, mais on n'a pas du tout la même définition. Toi, c'est littéralement dans le top, c'est-à-dire dans le classement, alors que moi, c'est pas être au top, c'est-à-dire pas être au meilleur de moi-même, et de pas représenter quelque chose d'assez bien. Ouais, il y a ce truc-là, effectivement. C'est-à-dire que ça va me... Par exemple, pour enregistrer ces épisodes, je vais avoir la crainte, alors c'est léger, mais la peur de pas être assez en forme, pas dégager assez d'énergie, pas... Alors tu vois, j'ai pas la peur de pas dire des choses assez intelligentes, tu vois, sur ce dont on parlait. Cette chose-là ne me fait pas peur. Par contre, de pas dégager assez d'énergie, de pas être assez bien physiquement, de pas... ouais, ou d'être critiquée, ça, je peux en avoir la crainte. Ouais, effectivement. Et je pense à une dernière chose, qui est un sujet de réflexion en ce moment suite à un stage auquel j'ai participé. C'est sur le fait d'avoir des enfants. Je pense que c'est intéressant comme sujet parce que quand j'étais plus jeune, je me disais que je voulais des enfants. Ensuite, à partir des 25-26 ans, je me suis dit en fait, on est vachement bien tranquille et clairement, les enfants, c'est pas pour moi. Et depuis, je me suis construit sur ce truc de non, les enfants, c'est pas pour moi. J'en veux pas. Alors peut-être qu'un jour, je changerai d'avis. Mais en tout cas, si on me demande là maintenant, j'en veux pas. Et en fait, j'ai participé à un stage de Franck Lobvé qui m'a challengée sur le sujet en m'amenant à voir en fait le côté 50-50. C'est peut-être que j'en aurai, peut-être que j'en aurai pas,
mais finalement c'est du 50-50 plutôt que de décider aujourd'hui pour toute ma vie, pour les 50 prochaines années, ce qu'il en sera. Et donc c'est pour ça que j'essaie de revoir un peu ma copie là-dessus, pas dans le sens de du coup il faut que j'en veuille à tout prix, mais plutôt vraiment tout est possible. Et du coup ça renvoie à la peur sous-jacente avec le fait d'avoir des enfants. Bon, il y en a 50 des peurs, chez moi en tout cas, sur le fait d'avoir des enfants, mais si on prend dans le rapport au business, il y a la peur de perdre ma liberté, perdre ma tranquillité d'esprit, et du coup de perdre aussi mon espace créatif. J'associe beaucoup de pertes en fait au fait d'avoir des enfants. Donc ça veut dire qu'il y a une peur sous-jacente de perdre cette liberté-là et cet espace mental en fait. Et tu vois, il y a plein de choses qui peuvent me ramener à cette peur de perdre ma liberté. C'est pour ça que ma liberté, j'en fais une valeur super haute, alors qu'en soi, tu regardes, j'ai jamais pas été libre. Alors oui, dans mon emploi salarié et tout ça, bon oui, ça a duré quelques années, on va pas en mourir. Enfin, je veux dire, j'ai pas été en prison. Donc, pourquoi est-ce que, sachant qu'en soi, j'ai toujours été libre dans ma vie, la liberté est aussi importante pour moi? On pourrait en débattre pendant des heures, mais en tout cas, c'est comme si je m'accrochais à ce truc-là en mode « Ah, c'est super grave si je la perds », alors qu'en réalité, je l'ai jamais tellement perdu. Et je pense qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui sont là à chercher la sacro-sainte liberté, mais en vrai, on a peur de quoi exactement? Et je pense qu'on a sous plein de formes différentes, à la fois de la liberté et de la contrainte. C'est juste qu'on l'appelle pas comme ça. En ayant un business, j'ai des contraintes que d'autres personnes n'ont pas. Quelqu'un qui est salarié, pour moi, est beaucoup plus contraint à mes yeux que moi qui suis libre. Mais en vrai, moi, j'ai la contrainte de gérer un business. En soi, j'ai la contrainte la liberté, c'est de me payer. T'es libre de faire ce que tu veux dans ta journée si tu en as envie, mais t'as pas le choix parce qu'il faut que tu fasses des sous quand même. Et tu as la liberté de, effectivement, te déplacer, potentiellement, à condition d'avoir de l'argent. Donc, liberté relative aussi. Et effectivement, de pas avoir quelqu'un qui te dise ce que tu dois faire aujourd'hui, tu vois. À part tes clients et ton marketing et ton équipe. Et voilà. C'est ça. Donc ouais, je pense que alors, sur le sujet des enfants, je pourrais en parler pendant 2 heures parce que c'est un sujet de réflexion en ce moment. Mais en tout cas, ça renvoie à cette peur-là, donc ça veut dire qu'elle est présente, quoi. Donc je pense qu'il y a ça aussi. On en a des névroses, rassurez-nous, vous en avez aussi, n'est-ce pas? Et bien justement, appel à l'action, c'est mon dernier appel à l'action de cet épisode. Vous pouvez nous partager vos névroses si vous voulez. En commentaire sur YouTube si vous êtes sur YouTube. Nous mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify, ça fait plaisir. Et si vous avez envie de nous envoyer un email, faites-vous plaisir. On garantit pas qu'on répondra parce qu'on n'est pas très très bon pour gérer nos emails. Mais on aime vous lire. On aime vous lire, ça c'est clair. On lit tout et avant de préparer les épisodes et de réfléchir au sujet, on lit vos commentaires pour voir ce qui peut vous plaire. Et du coup, on espère que ce sujet un petit peu différent de ce qu'on traite habituellement, un peu plus perso et vulnérable et authentique, n'est-ce pas? Des mots qu'on adore. Qu'on adore de ouf. Voilà, mais en tout cas que ça vous aura parlé et permis de voir ce qui peut se passer dans nos têtes aussi. Voilà. Yes. Très bien. Merci beaucoup de nous avoir écoutés jusqu'au bout. À bientôt pour le prochain épisode.